tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Christophe et Samuel de chez Nestlé avec qui nous allons parler de la transition alimentaire responsable. Alors, ils vont nous parler des origines de Nestlé, mais plus précisément, comment leurs engagements se traduisent au travers de leurs innovations, pourquoi intégrer un grand groupe, c'est aussi une façon de participer aux engagements, ou encore comment les collaborateurs agissent au quotidien pour répondre aux enjeux de la transition alimentaire, écologique et technologique. Eh bien, c'est Samuel et Christophe qui vont tout nous dire. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, tutos, conseils sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez directement aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Samuel, bonjour Christophe. Bonjour, Comment allez-vous? Bien, et toi? ça va bien, super. Ravi de vous avoir avec moi dans ce nouvel épisode de Unlocked. Alors, Samuel, avant que tu aies la mission de nous pitcher Nestlé en moins d'une minute 30, je vais vous présenter puisque Samuel, tu es directeur marketing et e-business au sein de Nestlé France. Et quant à toi, Christophe, tu es directeur RSE et création de valeur partagée, pareil, au sein de Nestlé France. Samuel, je me tourne vers toi. Est-ce que tu es prêt à nous pitcher Nestlé en moins d'une minute 30? Allez, go. C'est quand tu veux. Du coup, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous pitcher Nestlé aujourd'hui. Nestlé, c'est une entreprise agroalimentaire, je pense que tout le monde connaît, mais en vrai, que peu de monde connaît. Et c'est pas moi qui dis, c'est à peu près tous les retours des personnes qui arrivent dans le groupe et que j'ai l'occasion d'accueillir. En fait, tout le monde connaît nos marques phares, celles qui commencent par Nest, notamment Nescafé, Nespresso, Nestlé Bébé, Nestlé Dessert, Cereal Fitness. Mais il y a aussi Maggi, KitKat, Perrier, Vittel, San Pellegrino, Purina et des produits en pharmacie ou en hôpitaux. Donc, un portefeuille extrêmement large et bien plus large que ce qu'on peut imaginer souvent. Aujourd'hui, chez Nestlé, la France est un marché qui est pionnier également pour contribuer aux engagements ambitieux de réduction à zéro de l'empreinte carbone du groupe d'ici à 2050. Forcément, en tant que troisième pays mondial, on a notre rôle à jouer et tout cela est rendu possible au quotidien par nos plus de 10 000 collaborateurs français présents sur le siège, nos 18 sites industriels implantés sur le territoire français, ainsi que nos 4 centres de R&D. Donc, on va passer un peu de temps ensemble. Maintenant, pour vous en dire plus, partagez-nous toutes vos questions. Écoute Samuel, je peux te dire que c'est un défi réussi. Bravo. Et vous me disiez tous les deux au téléphone lorsque nous préparions cette émission, votre force au sein de Nestlé, c'est de soutenir une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous, mais surtout des générations futures. Alors vous allez nous parler de vos engagements et de vos convictions et on va tout de suite en détail. Alors Samuel, pour entrer dans le vif du sujet, bien que tu aies déjà bien commencé, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les origines de Nestlé et quels ont été les premiers engagements? Bien sûr, Louisa. En fait, Nestlé, c'est un groupe qui existe depuis plus de 150 ans, qui a été fondé par Henri Nestlé, qui était pharmacien de profession et qui, à l'époque, avait pour ambition d'aider à lutter contre la mortalité infantile en inventant la première farine lactée qui pouvait en fait permettre à ces jeunes nourrissons d'être alimentés dans des bonnes conditions nutritionnelles et ainsi de pouvoir bien commencer leur développement quand malheureusement les conditions connexes par l'allaitement maternel ne s'y prêtait pas. Et depuis, en fait, cet ADN de pouvoir contribuer à un avenir plus sain et améliorer la qualité de vie est ancré dans notre ADN et d'année en année, si vous voulez, on le verra tout à l'heure, je pense, à travers d'autres exemples sur des innovations plus récentes, on a à cœur de pouvoir faire vivre cet ADN. Et tu parlais d'ancrage. Christophe, aujourd'hui, la transition alimentaire responsable, elle fait partie de vos ambitions au sein de Nestlé. Et pour permettre justement une transition responsable, est-ce que tout doit partir des engagements? C'est une excellente question, Louisa. Je ne sais pas si avoir des engagements, prendre des engagements, c'est l'alpha et l'oméga, mais en tout cas pour une entreprise, prendre des engagements euh, forts, clairs, avec des dates, c'est-à-dire avoir une vraie feuille de route, bah, c'est juste la base, quoi, parce que sinon on n'est pas crédible. Le maître mot, en fait, c'est crédibilité. Et
Et puis sachant qu'à côté de ça, plus l'entreprise est grande, plus vous allez avoir aussi des associations, des ONG, qui vous suivent et qui font en sorte que vous respectiez effectivement vos engagements. Et tu nous en parleras de ça un peu plus tard, mais puisqu'on parle d'engagement, Christophe, est-ce que tu peux nous parler des engagements du groupe concernant le zéro impact environnemental au sein de vos opérations? C'est extrêmement ambitieux de parler de zéro impact environnemental. Donc nous, chez Nestlé, on a ce qu'on appelle des chevaux de bataille. Les Mmh. chevaux de bataille, c'est aussi bien la préservation de la ressource en eau, où qu'elle soit, parce que là, je vous parle d'une approche planétaire. C'est la préservation de la biodiversité, c'est le packaging, l'emballage, on y reviendra juste après, parce que pour nous, Mmh. c'est important. Et puis, c'est avant tout, lutter contre le réchauffement climatique. C'est de très, très loin l'enjeu le plus important. D'ailleurs, c'est l'enjeu le plus important aussi parce que lorsque on s'intéresse au réchauffement climatique et si on arrive à inverser un peu la tendance qui est un peu catastrophique en ce moment, eh Mmh. bien, on aura aussi des impacts forts, positifs sur l'eau, la biodiversité, et cetera. Notre ambition, Sam l'a dit en introduction, c'est ce qu'on appelle le zéro net émission, Mmh. c'est-à-dire, c'est s'aligner avec l'accord de Paris, tout simplement. Donc d'ici 2050, c'est, être au zéro émission net. Ça veut dire équilibrer, entre ce que l'on émet en gaz carbonique, en gaz à Mmh. effet de serre, de ce que l'on est capable de, entre guillemets, on appelle ça séquestrer ou capter. Alors, aujourd'hui, si vous d'abord, il faut savoir d'où on part. On est une entreprise alimentaire, agroalimentaire. Ça veut dire qu'on transforme des matières premières et si Mmh. vous regardez l'empreinte carbone, du groupe Nestlé pour la France, les 2 tiers, je dis bien les 2 tiers viennent des matières premières, donc Mmh. des produits qui viennent de l'agriculture. Donc on est engagé dans une transition agricole extrêmement forte avec nos partenaires, que ce soit les agriculteurs, les coopératives. C'est ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice parce qu'aujourd'hui, cette agriculture, elle émet trop de carbone. Donc il faut qu'on stocke du carbone dans les sols, qui est un super ce qu'on appelle un puits de carbone et qu'on plante plus d'arbres. Ça va changer le paysage également et ça, c'est de très loin, donc l'enjeu le plus important. Le deuxième, 70 c'est l'agriculture, 20 c'est les emballages. Mmh. L'habitude de dire chez nous très simplement, bah, il faut qu'on réduise la quantité d'emballage et puis après, quand on peut plus réduire, on recycle, voire même on a des systèmes pour réutiliser les emballages. Et donc d'ici 2025, un chiffre, en 2025, tous les emballages du groupe Nestlé seront soit recyclables, soit réutilisables. Donc, tout à l'heure, hein, Samuel, tu nous parlais de vos premiers engagements. Aujourd'hui, Samuel, hein, tu nous l'as précisé plus tôt, mais comment votre raison d'être et donc vos engagements se traduisent au travers de vos innovations? En fait, si tout repart je pense, de la bonne compréhension des attentes consommateurs. De l'alimentation, ça reste, quelque chose qui évoque et qui procure du plaisir Mmh. et les consommateurs continuent de chercher, ce plaisir. Maintenant, ce plaisir va aujourd'hui s'accompagner d'autres attentes, à travers notamment ce que je pourrais résumer sur, des attentes de produits plus sains sur plusieurs dimensions. Christophe en a parlé d'une dimension qui est essentielle, c'est, plus sain pour la planète, qui, permet de minimiser l'impact, environnemental. Mmh. Mais il y a également le plus sain pour, les aspects nutritionnels et surtout les dimensions alimentaires. Alors, il y a, on est beaucoup sujet au phénomène qu'on appelle le food bashing, mais ce Mmh. qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi sûr de manger. On n'a plus les grandes crises de sécurité alimentaire comme on pouvait Mmh. les connaître dans les passés. Aujourd'hui, on peut manger en fermant les yeux un produit. C'est ça qui est très important. Et ça, c'est grâce à tout le progrès sur les sujets de sécurité alimentaire qui ont été faits. Et pour autant, ça ne suffit pas. Il y a vraiment une recherche de manger plus sain, justement, sur Mmh. les aspects nutritionnels. Et du coup, à notre niveau, nos équipes qui travaillent sur les différentes marques de notre portefeuille travaillent au quotidien à réduire, par exemple, Mmh. les quantités de sucre dans les produits, à éliminer les additifs, les colorants, tous les produits connexes, si vous voulez, réduire les listes d'ingrédients. Et pour preuve, je prendrai l'exemple de notre gamme de céréales, par exemple, qui depuis fin 2020 sont tous porteurs du Nutri-Score
A, B ou C. De la même façon, en termes d'innovation, on peut penser aux produits qui ont été récemment lancés sur le marché à base de protéines végétales, donc alternatives aux protéines animales, qui permettent en fait pour des personnes qui cherchent à avoir des régimes alimentaires plus flexitariens, d'avoir des alternatives saines et pour autant nutritionnellement suffisantes pour pallier à leurs besoins. Dernier exemple que je pourrais vous citer, c'est le dernier né, c'est le chocolat, les recettes de l'atelier qui s'appelle Incoa, qui pour moi est une merveille parce que c'est un chocolat qui est une vraie innovation dans le sens où c'est un chocolat qui est 100% cacao. Quand je dis 100% cacao, c'est qu'on utilise la fève de cacao pour le goût du cacao, mais aussi on utilise la pulpe de la cabosse pour remplacer le sucre que habituellement on utilise pour faire du chocolat. Donc ça, c'est une vraie innovation. C'est c'est quelque chose qui du coup va avoir un impact environnemental. C'est quelque chose qui va avoir un impact aussi sociétal parce qu'il va permettre à revaloriser un coproduit et ainsi aider à subvenir aux moyens de revenus et améliorer les moyens de revenus des populations qui nous accompagnent dans ces productions. On a hâte de goûter ce nouveau chocolat, en tout cas. Je te le Et confirme. il est très bon. Il est très bon. Donc, ce que tu disais, Isabelle, c'est que c'est vraiment une recherche perpétuelle. Christophe, de ton côté, est-ce que intégrer un grand groupe, c'est une façon de participer au changement? Tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Encore une fois, c'est une super question. Je pense qu'il ne s'écoule pas une semaine sans qu'on rencontre des personnes qui ne sont pas du monde de l'entreprise, qui ne travaillent pas dans en entreprise, soit parce qu'ils sont jeunes, des étudiants ou qui travaillent dans des secteurs différents, qui posent cette question. Mais franchement, est-ce que dans une entreprise, on arrive à faire bouger les choses? Évidemment, évidemment. Mais sauf que le rôle, de chacun, il est clé. Que vous soyez un individu et on voit des manifestations, par exemple pour le climat en ce moment, c'est excessivement important. Le rôle des élus, des collectivités, que ce soit la commune jusqu'à l'Europe, c'est clé. Les assos et les ONG ont un rôle clé et les entreprises ont un rôle majeur. Sauf que moi, ce que j'ai envie de dire, on n'y arrive pas tout seul. Si vous voulez vraiment changer, c'est en co-construisant. Ça, c'est vraiment le sésame. Il faut arriver à se mettre ensemble et à co-construire. J'ai un exemple super simple. Si vous allez un jour du côté de Vittel, dans les Vosges, autour de l'usine qui embouteille de l'eau minérale, eh ben, vous allez être dans un des territoires les plus préservés au niveau environnemental de France. Et ça, c'est le fruit d'une collaboration main dans la main avec des associations, des élus et l'entreprise Nestlé pour protéger cet environnement. Tout seul, l'un ou l'autre, on n'y serait pas arrivé. On n'y serait pas arrivé. Vous voyez, et en gros, c'est ce que disait aussi Sam, à un moment, l'entreprise, elle n'est pas éloignée des gens. C'est une grosse entreprise, c'est la plus grande entreprise agroalimentaire au monde. En France, c'est 10 000 personnes, c'est beaucoup, mais c'est 10 000 individus, dont beaucoup, beaucoup de jeunes. Et il y a une petite anecdote, une anecdote, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui est super sympa chez nous, et je peux vous dire que ça challenge pas mal, c'est que on va dire, les sujets de développement durable, au sein de l'entreprise, notre big boss a instauré ce qu'on appelle un comité exécutif, un comité de direction qui se réunit tous les 2 mois pour ne traiter que les sujets de développement durable. Eh bien, siège à ce comité exécutif un groupe de jeunes volontaires qui sont là, dont le rôle, c'est de challenger les décisions, y compris parfois même l'agenda de ce comité exécutif. C'est pas du fake, c'est challenging, mais quand vous êtes dans l'entreprise, vous sentez que ça marche et ça participe au changement. Donc, faire bouger les lignes au sein d'une entreprise, c'est possible, c'est ce que tu nous dis, et en plus Absolument. que tu nous illustres. Et tu disais qu'aujourd'hui, il y a 10 000 personnes qui travaillent en France au sein de Nestlé. Samuel, vraiment pour illustrer vos engagements à l'échelle de l'intégralité du groupe, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place avec vos marques? Oui, je vais faire ça. Je vais juste essayer de réencapsuler ce que disait Christophe sur une petite citation qui, chez nous, a beaucoup de signification. C'est on a une intime conviction qu'on peut avoir en anglais, je vais la dire et après, je vous en donnerai la traduction française. Toujours plus snappy en anglais. Food is a force for good. Et quand on dit food is a force for good, c'est on a l'intime conviction que l'alimentation a le pouvoir
de Mmh. changer les comportements et d'avoir un impact positif. Et surtout, quand on peut le faire à l'échelle d'un groupe tel que Nestlé. Donc derrière, quand on reprend cette philosophie-là, effectivement, pour les collaborateurs au quotidien, comment est-ce qu'on impacte positivement de manière individuelle? Eh bien, je pense qu'il faut, pour l'illustrer, c'est tout simplement repenser à ma dernière visite en usine où j'ai pu échanger avec des opérateurs sur ligne qui, au quotidien, sont pilotes Mmh. et moteurs sur la performance de leur atelier, sur l'ensemble de leur Mmh. ligne de production, où on a complètement adopté des logiques d'amélioration continue. Donc, nos opérateurs sont complètement responsables de la logique de détection et des possibilités d'optimiser la performance sur ligne. Donc, on est sur les logiques de lean management, justement. Ils ont cette capacité d'être porteurs directs de la performance et du coup, de proposer à la fois des solutions et d'en suivre les bons avancements Mmh. en termes de restitution et de mise en œuvre. Donc, il n'y a rien de plus satisfaisant quand on est responsable de quelque chose que de pouvoir pousser au changement Mmh. et en voir les effets au quotidien. Et c'est quand on discute avec nos collaborateurs, c'est vraiment ça qui fait que tous les jours, ils se lèvent en se disant bah, aujourd'hui, Mmh. je vais pouvoir récolter les fruits de mon action d'hier. Un autre exemple que j'aurais en tête, c'est tout ce qu'on pousse en termes de logique intrapreneuriale. Aujourd'hui, on veut et on facilite l'action intrapreneuriale de nos collaborateurs à travers différentes actions. L'idée, c'est vraiment que nos collaborateurs puissent avoir cet impact positif. Du coup, Mmh. on a mis en place une plateforme où le collaborateur peut lui-même porter des idées d'innovation sur lesquelles il pourrait identifier une opportunité aussi bien pour son business, mais pas que. C'est ça aussi la force de cette plateforme, c'est Mmh. qu'on n'est pas à siloiser les personnes, à cantonner les gens sur leur zone de responsabilité. On a parlé de co-construction tout à l'heure, avoir la capacité de sortir de son propre rôle, Mmh. de donner et partager son regard critique sur d'autres sujets, faire don de son expertise, c'est ça la Mmh. valeur que l'on cherche à développer ici. Et derrière, il y a cette logique d'interactivité après sur la plateforme qui est cultivée et qui permet d'avoir des super projets qui en ressortent. Et donc, ce sont ces différentes interactions qui permettent de créer du changement au sein de l'entreprise. C'est ce que tu disais juste avant aussi, Christophe. Et justement, Absolument. Christophe, j'allais te demander, puisque depuis tout à l'heure, on parle d'engagement, d'ambition, pourquoi agir en faveur de l'environnement aujourd'hui, c'est un moyen de survie pour les entreprises? Ah Louisa, la première Et fois le, qu'on a je veux dire, et le en mot est fort parce qu'on parle de oui, survie. le mot est extrêmement fort et c'est vrai que ça m'avait un petit peu, interloqué la première fois qu'on l'a vu. Alors, le mot est très, très fort. Allez, on va dire, il est très, très fort, mais il faut quand même prendre la chose extrêmement au Mmh. sérieux. Bon, c'est le rôle d'une entreprise citoyenne quand même. Ça peut paraître tarte à la crème ce que je dis, mais ça l'est absolument pas, que de s'intéresser et d'adresser l'ensemble des enjeux, qui touchent à l'environnement en général. Heu, de façon un petit peu plus prosaïque, si on ne le faisait pas, tout le monde comprend qu'on prendrait aussi un risque d'abord réputationnel extrêmement fort, en restant bien au chaud chez nous, en ne Mmh. faisant rien du tout, alors que même les consommateurs, nos clients ou les clients de nos clients nous demandent de bouger. Mmh. Donc on n'a certainement pas envie qu'ils se détournent de nos produits. Donc vous voyez, il n'y a pas d'angélisme, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, le dérèglement climatique, parce qu'avant j'en parlais, mais j'y reviens. Pourquoi? Parce qu'une entreprise agroalimentaire, elle transforme des matières premières agricoles. Il faut vraiment travailler, main dans la main avec les agriculteurs pour se rendre compte que les à-coups de chaleur qu'on a, les sécheresses à répétition, la flotte, les pluies qui sont un peu plus Mmh. fréquentes, les inondations, ça a un impact extrêmement important sur les productions. Or nous, comme disait Samuel, on a 18 sites, de production et qui travaillent avec du sourcing local. Mmh. 70 de ce qu'on transforme vient de France. Or, je vous donne un exemple très simple. Samuel et tout à l'heure, on parlait des céréales petit déjeuner. Qui connaît pas Choc-à-Pic, par exemple? Choc-à-Pic est fait avec des blés français. Mmh. Or, depuis qu'on fait face, depuis quelques dizaines d'années, à ce changement climatique, on voit que le blé a de plus en plus de difficultés à pousser en France. Ça peut paraître fou. Le blé,
on a des régions, notamment sur l'est de la France, où le blé a du mal à pousser parce qu'il aimerait bien un peu moins de chaleur, par exemple au début de l'été. Et ben rien que ça, si on n'y prend pas garde, eh bien peut-être que demain, dans quelques dizaines d'années, évidemment, c'est pas à Mmh. l'échelle, c'est pas 1 ou 2 ans, on aura peut-être du mal à approvisionner nos usines. Et alors on fait quoi? On ferme une usine, on délocalise, on arrête de travailler avec les producteurs? C'est impensable. Mmh. Donc en fait, tout est lié. Donc si on ne s'intéresse pas à ces enjeux, si on les adresse pas comme on dit, malheureusement c'est un anglicisme aussi, mais si on les adresse pas, on va dans le mur. Donc on le Mmh. fait, mais avec tout le monde. Et avec vos 2 exemples, là, on comprend encore mieux ces enjeux de transition alimentaire. Mais plutôt, on parlait des engagements à l'échelle du groupe. Mais aujourd'hui, Samuel, comment est-ce que les collaborateurs, hein, vraiment agissent au quotidien pour répondre à ces enjeux, que ce soit de la transition alimentaire, écologique et technologique? Comment est-ce que les collaborateurs agissent, interviennent? Tout à l'heure, Louisa, j'ai mentionné ce terme de désiloiser. Mmh. On est revenu sur cette logique de co-construction. En fait, chez nous, il va y avoir plusieurs dimensions à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a une vraie expertise catégorielle qui est développée, où on va pouvoir rentrer au cœur des spécificités de chacune de nos activités. Donc, Mmh. que ce soit sur la nutrition infantile, le soin des animaux de compagnie, le café, le chocolat, etc. Et l'idée n'est pas d'être exhaustif ici. Cette expertise catégorielle, ensuite, elle va être confrontée et mélangée avec des expertises qu'on va appeler plus fonctionnelles. Donc, des personnes qui vont être beaucoup plus expertes sur des domaines métiers. Et on va travailler du coup sur des projets qui vont être en, en symbiose, qui vont Mmh. réunir à la fois l'expertise catégorielle et l'expertise fonctionnelle. Et ces équipes projets vont travailler sur des cycles qui vont être de plus en plus courts pour pouvoir être de plus en plus en logique de Mmh. production rapprochée et création de valeur rapide pour pouvoir justement accélérer le passage du concept à la production Mmh. et à la confrontation à de vrais consommateurs magasins. Sur les aspects digitaux, on va avoir également une autre façon de travailler. Alors, chez Nestlé, en fait, c'est ça aussi l'un des avantages d'être dans un grand groupe, c'est qu'on va avoir la chance de bénéficier de beaucoup d'outils, d'un certain nombre de moyens et de solutions pour agir, pour pouvoir faire face à toutes ces exigences de transformation Mmh. sur les aspects digitaux. Et le groupe qui prend cela très au sérieux a mis en place un certain nombre de formations et d'accompagnement pour les collaborateurs. J'ai en tête, par exemple, la e-Business Academy qui est déployée à l'ensemble de nos collaborateurs pour pouvoir justement maîtriser l'ensemble des changements et des enjeux métiers que l'on doit mettre en œuvre pour Mmh. pouvoir transformer cette transition Cette dynamique. digitale. Mmh. Mmh. Et dernier point, peut-être qui vient en réponse à tout ce que je viens de vous dire, c'est que souvent, les collaborateurs, quand ils sont intégrés à l'entreprise, ils sont surpris Mmh. de l'étendue des programmes qui sont en place, en fait. Ils se disent: «Ah, mais je ne savais pas que je pouvais rentrer en profondeur sur la Mmh. sustainability, sur l'impact environnemental de l'activité, sur l'impact nutritionnel». On a le Nutrition IQ. Donc, vraiment, comment développer son quotient intellectuel nutritionnel. Mmh. On a la e-Business Academy, etc., etc. Vous Mmh. voyez. Christophe, tu es d'accord avec ça? Toi aussi, tu m'avais dit que tu avais constaté que les collaborateurs étaient vraiment surpris de voir tout ce Ouais. qui se passait au sein de Nestlé. Ouais, ouais, et puis moi, ce qui me fascine, parce qu'encore une fois, ce que fait Samuel n'est pas du tout dans mon champ d'expertise, Mmh. mais ça me fascine, et en même temps, je sais qu'on s'adresse plutôt à des jeunes, à des étudiants aujourd'hui. Donc, moi, j'ai envie de leur dire, si vous rentrez chez Nestlé, vous allez avoir une palette de possibilités, de formation interne, de vous intéresser à tout ce que vous voulez quelque part. Le groupe, il est Mmh. très, très grand, et peut-être qu'au bout de 2 ans, vous allez changer complètement d'univers, passer d'une catégorie au siège, sur un site, industriel, aller à l'étranger. Enfin, c'est vraiment, enfin, moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et puis je rebondis sur un truc. Quand on est à l'extérieur, qu'on dit: «Oui, mais est-ce que vous êtes sûr?» Vous êtes là, vous êtes en train de dire: «C'est chouette Nestlé, Mmh. tout le monde des bisounours», et cetera. C'est pas ça du tout. Il faut mesurer tout ça, et on a un moyen de le mesurer, on a un baromètre interne, ça s'appelle Nestlé Moi.
Eh bien, au dernier baromètre interne qui a été publié, divulgué, expliqué il y a à peine quelques semaines, et donc je fais un petit coucou à nos collègues des ressources humaines, c'est 87% des Mmh. collaborateurs, je lis en même temps, je me suis mis un petit post-it pour le chiffre, qui sont fiers de travailler chez Nestlé. Mmh. 87%. Pour moi, c'est la meilleure réponse, que je peux donner, et quand je sais de l'intérieur toute la force et tout l'engagement qui est derrière, l'envie de plus d'inclusion, de respect des différences, pour ne parler que des aspects sociaux, et puis tout ce qui est de mon ressort, on va dire le respect de l'environnement, moi, ça ne m'étonne Mmh. absolument pas. Je vous donne juste un petit exemple. L'année dernière, sur l'aspect environnemental, en 2020, malgré le Covid, on a réussi à trouver, quelques journées, 3 jours pleins avec tous les collaborateurs pour parler de nos engagements en faveur du climat. Voilà, et ça embarque Mmh. tout le monde. Ça embarque, ça fédère. Et Ouais. justement, Samuel, Christophe, il nous reste 3 minutes ensemble. C'est déjà Mmh. la fin. Mais ça va être votre mot de la fin. Et pour ça, on passe au last, votre note list. Alors, Christophe, Samuel, votre mot de la fin. Samuel, est-ce que tu veux commencer Allez, j'y vais. quand tu Mon veux? mot de la fin, Mmh. du coup, ça sera que ça va faire bientôt 14 ans que je travaille chez Nestlé. Et quand j'ai intégré, je pense que je me serais jamais dit que je serais encore là pour vous en parler aujourd'hui. Du coup, j'ai pu travailler en France, en Angleterre, sur 6 postes différents en 14 ans. J'ai appris énormément, je me suis amusé. Et je pense que vu tout ce qui se profile, je vais continuer d'apprendre et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir apprendre avec vous. Voilà. Christophe, ton mot de Alors la moi, fin. j'ai pas du tout le même parcours que Somel, je suis un petit peu plus vieux aussi. J'ai rejoint le groupe, en fait, il y a 10 ans, donc vous voyez, il y a pas besoin d'entrer, très jeune chez Nestlé et faire toute sa carrière. On peut Mmh. sortir, on peut revenir, et puis c'est la vie, tout simplement. Non, moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, encore une fois, une petite phrase en anglais, mais qui vient de notre big boss Europe, qui dit que tout doit être sustainable by design aujourd'hui chez Nestlé. Toutes Mmh. nos actions, qu'elles soient dans l'usine, au niveau du marketing, dans toutes les fonctions, doivent être durables, soutenables j'allais dire par définition. Donc voilà, rejoignez-nous et puis vous verrez, et voyez-le par vous-même. Et il y a beaucoup d'opportunités qui sont disponibles sur notre site internet. Et merci Christophe, puisque tu me fais la transition. Vous recrutez chaque année 750 stagiaires et alternants. Donc chez vous, allez sur le site Carrière de Nestlé. La campagne d'alternance et de stage est ouverte pour septembre et dès aujourd'hui, ou vous pouvez aussi aller sur jobteaser.com. Samuel et Christophe, je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé vos quotidiens, vos challenges et surtout de nous avoir ouvert les portes de Nestlé le temps d'un live. Merci Louisa. Merci Louisa. Merci à tous les deux et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt.